its people. And for me, it's always a great pleasure to come here in Marrakech. It's my third time at the festival. Et si tout ce que vous croyez savoir sur Monica Bellucci était faux? Et si, derrière les diamants, les tapis rouges et les villas méditerranéennes se cachait une vérité que personne n'ose vraiment regarder en face? On nous a appris à la contempler comme on contemple un tableau ancien, avec admiration, distance et respect. La beauté italienne, l'icône européenne, la femme qui traverse les décennies sans perdre son éclat. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de ses robes, ni même de ses films. Je veux vous parler de ce que le luxe révèle et surtout de ce qu'il dissimule. Parce que le luxe, quand il est authentique, n'est pas une vitrine. C'est un langage. Et dans le cas de Monica Bellucci, c'est un langage chargé de silence, de choix radicaux, de renoncements invisibles. Imaginez un instant cette scène. Une femme qui peut porter autour du cou des bijoux ayant appartenu à des légendes, qui peut vivre dans des demeures valant plusieurs millions, qui peut voyager dans le confort le plus absolu, et qui pourtant, chaque matin, conduit une voiture simple pour aller chercher ses filles à l'école. Pourquoi ? Pourquoi une femme qui a tout n'éprouve-t-elle aucun besoin de le montrer ? Ce paradoxe est le point de départ de notre histoire. Monica Bellucci n'est pas née dans le luxe. Elle vient d'un monde où l'on compte ses pas, ses choix, ses sacrifices. Une petite ville d'Ombrie, des études de droit entamées sans conviction, et cette intuition obscure, presque dangereuse, je ne suis pas faite pour une vie ordinaire. À 24 ans, elle abandonne la sécurité d'un avenir prévisible pour un pari qui aurait pu tout détruire. Devenir mannequin. À une époque où la mode consommait les visages comme des objets jetables. Et pourtant, contre toute attente, elle ne disparaît pas. Elle s'impose. Milan, Paris, New York, les podiums, les campagnes, les regards. Très vite, l'argent arrive. Pas encore les millions, mais assez pour comprendre une chose essentielle. La beauté peut rapporter, mais elle peut aussi enfermer. Être désiré par tous, c'est souvent n'appartenir à personne, pas même à soi. Puis vient le cinéma, le vrai risque. Quitter la mode pour le jeu, c'est perdre sa place dans un monde, pour tenter d'en conquérir un autre. Elle aurait pu rester une image, elle choisit de devenir une voix, un corps qui raconte, une femme qui dérange, les rôles s'enchaînent, la reconnaissance s'installe, la célébrité devient internationale, le succès est là. L'argent aussi, mais à mesure que les chiffres grandissent, une autre question s'impose, plus intime, plus vertigineuse. Que faire de cette richesse sans se perdre soi-même ? C'est ici que l'histoire de Monica Bellucci se distingue de tant d'autres. Là où beaucoup transforment leur fortune en spectacle, elle choisit la retenue. Là où d'autres construisent des palais comme des monuments à leur ego, elle façonne des lieux qui ressemblent à des refuges. Là où certains crient leur pouvoir, elle le murmure. Et ce murmure, précisément, intrigue, il fascine, il dérange même, parce qu'il nous oblige à revoir notre définition de la réussite. Car son luxe n'est pas une accumulation, c'est une sélection. Chaque maison, chaque bijou, chaque objet est chargé d'un sens, d'une mémoire, d'une émotion. Rien n'est là pour impressionner. Tout est là pour protéger. Protéger son intimité, protéger ses enfants, protéger ce qu'il reste de silence dans une vie observée par des millions de regards. Derrière l'icône, il y a une femme qui a compris quelque chose que peu de gens riches comprennent vraiment. Posséder n'est pas être libre. La liberté commence quand on choisit ce que l'on refuse. Et c'est peut-être cela le véritable mystère Monica Bellucci. Non pas la somme de ses biens, mais la manière dont elle les utilise pour se tenir à distance du monde sans jamais s'en couper. Une richesse qui ne sert pas à dominer, mais à respirer. Une élégance qui ne cherche pas l'approbation, mais la paix. Alors, quand vous entendez parler de ses villas, de ses bijoux, de sa fortune, posez-vous cette question. Et si tout cela n'était pas une démonstration de pouvoir, mais une forme de protection contre la solitude, le temps et la perte ? Parce que l'histoire de Monica Bellucci n'est pas seulement celle d'une femme devenue riche. C'est l'histoire d'une femme qui a appris à survivre à sa propre légende. Elle n'est pas née sous les projecteurs, pas dans une grande capitale, pas dans une famille influente. Monica Bellucci vient d'un endroit où l'on apprend très tôt à rester à sa place. Une petite ville d'Ombrie, des rues calmes, une vie tracée d'avance. Elle entame des études de droit, comme on choisit une route sûre, presque par devoir. Mais au fond d'elle, quelque chose résiste. Une sensation diffuse, ce monde-là ne me suffira jamais. À 24 ans, elle fait ce que peu osent faire à cet âge. Elle renonce à la sécurité.
Elle quitte l'université, quitte sa région, quitte même une certaine idée de la normalité. Elle devient mannequin. À la fin des années 1980, ce choix n'a rien de romantique. La mode est une industrie dure, rapide, qui crée et détruit en silence. Des centaines de visages apparaissent chaque saison, disparaissent quand la suivante. Beaucoup y laissent leurs illusions, parfois leur dignité. Et pourtant, Monica ne se dissout pas dans ce flot. Elle attire les regards sans les provoquer, impose une présence sans jamais crier. Milan d'abord, puis Paris, puis New York. Les grandes maisons la remarquent. Les campagnes s'enchaînent, l'argent arrive. Enfin, pour la première fois, elle peut respirer financièrement. Mais avec l'argent vient une autre réalité. Être désiré n'est pas être respecté. Être admiré n'est pas être comprise. C'est là que naît la première fracture. Car très vite, Monica comprend que la mode la regarde, mais ne l'écoute pas. On célèbre son image, mais on ne s'intéresse pas à sa voix. Elle pourrait continuer ainsi, devenir un visage éternel sur des affiches, accumuler contrats et confort. Beaucoup s'en contenteraient. Elle, non. Elle ressent ce malaise profond. Si je reste ici, je deviendrai une surface. Belle, oui, mais vide. Alors elle tente l'impensable, le cinéma. Dans l'industrie, on murmure « une mannequin qui veut jouer, elle va se brûler ». Les producteurs sont sceptiques, les critiques condescendants. On ne pardonne pas facilement à une femme belle de vouloir être prise au sérieux. Pourtant, elle accepte les petits rôles, les projets fragiles, les films où elle n'est pas encore une star, mais une actrice en devenir. Elle apprend, elle échoue, elle recommence. Puis viennent les premiers tournants. Dracula, l'appartement, Malena, ce n'est plus seulement son visage que l'on regarde, mais ce qu'il exprime. La mélancolie, le désir, la solitude, la force silencieuse. Elle n'incarne pas des femmes décoratives, elle incarne des femmes qui portent une histoire. Et soudain, le monde s'ouvre. Hollywood l'appelle. Les grosses productions arrivent. L'argent, cette fois, n'est plus une promesse, il est là, massif, durable. Les chiffres deviennent vertigineux. Les contrats d'aussi se négocient en millions. Elle entre dans ce cercle fermé où tout semble possible. Mais c'est ici que le prix réel de la métamorphose se révèle. Car chaque pas vers la gloire éloigne un peu plus de la femme qu'elle était. Les regards se font plus intrusifs, les attentes plus lourdes. On ne lui demande plus seulement d'être belle, mais d'être un symbole, une projection des fantasmes du public. Sa vie privée se fragmente sous la lumière. Chaque relation devient un sujet, chaque silence, une rumeur. Et pourtant, elle tient, sans scandale, sans cri, sans se perdre dans l'excès, comme si, au cœur même de cette ascension, elle avait compris une vérité essentielle. Le succès n'est supportable que si l'on garde un territoire intérieur que personne ne peut conquérir. C'est ainsi que Monica Bellucci devient un mythe sans jamais cesser d'être une femme. À ce stade de sa vie, Monica Bellucci aurait pu se laisser porter. Le monde lui offrait tout. Les rôles, l'admiration, les contrats, les tapis rouges. Beaucoup à sa place auraient confondu visibilité et puissance. Elle, au contraire, choisit une autre voie, plus discrète, plus dangereuse aussi, celle du contrôle. Car très tôt, Monica comprend une règle impitoyable de la célébrité. Tant que vous êtes seulement regardé, vous n'êtes pas maîtresse de votre histoire. Vous êtes un objet de projection, un fantasme collectif. Et ce fantasme peut se retourner contre vous à la moindre faiblesse. Elle décide alors de ne plus être seulement une image, mais la propriétaire de cette image. Les grandes maisons de luxe frappent à sa porte. Dior d'abord, puis Dolce & Gabbana, Cartier, des marques qui ne cherchent pas simplement un visage, mais une incarnation. On lui propose des campagnes, des contrats, des sommes que beaucoup n'oseraient même pas imaginer. Mais Monica ne signe pas à la légère. Elle ne veut pas être une affiche de plus sur un mur. Elle veut être un symbole. Ce n'est pas un hasard si elle s'associe à des maisons au langage classique, presque intemporel. Là où d'autres célébrités misent sur la nouveauté, le bruit, la provocation. Elle choisit l'héritage, la continuité, la mémoire. Elle ne vend pas un produit, elle raconte une histoire. Une femme, un corps, un regard, un passé. Avec Dolce & Gabbana, elle ne se contente pas de poser. Elle participe, inspire, devient muse. Avec Cartier, elle ne porte pas seulement des bijoux, elle en incarne l'âme. Chaque apparition est un récit silencieux. Une panthère autour du cou n'est pas un accessoire, c'est une déclaration. Puissance, mystère, féminité qui ne demande pas la permission. Et les chiffres suivent, les contrats se multiplient, les revenus deviennent récurrents, indépendants des tournages,
Elle n'est plus simplement une actrice payée à la prestation, elle devient une marque vivante, un capital symbolique. Mais ce qui distingue Monica Bellucci, ce n'est pas l'argent qu'elle gagne, c'est l'argent qu'elle refuse. Elle refuse les collaborations qui trahiraient bon son image. Elle refuse la surexposition. Elle refuse de transformer sa vie privée en marchandise. Pas de télé-réalité, pas de confidences racoleuses, pas de scandales entretenus pour rester visible. Dans un monde où la notoriété se nourrit de bruit, elle choisit le silence comme stratégie. Ce silence devient son pouvoir, car plus elle se fait rare, plus elle devient précieuse. Plus elle disparaît des écrans, plus chaque apparition prend de la valeur. Elle ne court pas après l'actualité, c'est l'actualité qui la guette, comme une présence qui n'a pas besoin de s'imposer pour exister. C'est ainsi qu'elle renverse la logique habituelle de la célébrité. Elle ne dépend plus du regard des autres, ce sont les autres qui attendent son regard. Et dans cette maîtrise presque politique de son image, Monica Bellucci construit quelque chose de plus grand qu'une carrière, une souveraineté. Elle décide quand elle travaille, avec qui, pourquoi, elle transforme l'argent en liberté, et la liberté en élégance. À une époque où tant de vies publiques se consument dans la surexposition, son choix apparaît presque subversif. Elle prouve qu'il est possible d'être immensément célèbre sans se livrer entièrement, d'être riche sans être prisonnière de sa richesse, d'être admiré sans être possédé. Mais cette puissance silencieuse ne s'exprime pas seulement dans les contrats et les chiffres. Elle se révèle aussi dans les lieux qu'elle choisit pour vivre, dans les objets qu'elle conserve, dans la manière dont elle habite le monde. On pourrait croire que lorsqu'on possède des millions, on cherche naturellement à les faire voir. Des façades spectaculaires, des intérieurs éclatants, des objets fins qui crient la réussite. Mais chez Monica Bellucci, tout se passe à l'inverse. Son luxe ne s'exhibe pas. Il se cache, comme si chaque pierre, chaque bijou, chaque voiture n'était pas un symbole de pouvoir, mais une muraille contre le monde. Sa maison parisienne n'est pas un palais de verre. C'est une demeure ancienne, presque secrète, nichée dans un quartier où l'histoire pèse plus que la modernité. À l'intérieur, rien n'est tapageur. Des couleurs profondes, des tissus, des meubles choisis, non pour leur prix, mais pour l'émotion qu'ils portent. Des portraits, des livres, des objets qui racontent une vie plutôt qu'un compte en banque. On dit qu'une pièce entière est dédiée à ces bijoux, non comme un coffre-fort, mais comme un sanctuaire personnel, un lieu de mémoire. Puis il y a cette villa en Grèce, à Paros. Un refuge taillé dans la colline face à la mer Égée. Pas de marbre ostentatoire, pas de lustres monumentaux. Du bois, de la pierre, de la lumière, des terrasses ouvertes, des oliviers, le silence. Là-bas, Monica ne reçoit pas pour impressionner. Elle s'y retire pour se retrouver. Elle lit, elle nage, elle médite. Comme si le luxe pour elle n'était pas de posséder un paysage, mais de s'y effacer. Ses bijoux racontent la même histoire. Lorsqu'elle porte une pièce Cartier ayant appartenu à Maria Félix, ce n'est pas pour afficher une valeur, c'est pour s'inscrire dans une lignée. Chaque diamant devient un fragment d'histoire, chaque panthère une métaphore d'elle-même. Élégante, dangereuse, insaisissable. Ce ne sont pas des ornements, ce sont des talismans. Même ses voitures suivant cette logique. Pas de supercar criarde, pas de moteurs hurlants. Une berline confortable pour les déplacements officiels. Une Audi discrète pour les trajets du quotidien. Une Mini Cooper pour l'été. Des choix qui murmurent la qualité plutôt qu'ils ne proclament la richesse. Comme si elle refusait que la mécanique prenne le pas sur l'essentiel. Ce qui frappe, ce n'est donc pas ce qu'elle possède, mais ce qu'elle rejette. Elle ne veut pas d'un luxe qui enferme dans un rôle. Elle ne veut pas d'un décor qui l'oblige à jouer en permanence la femme puissante. Elle construit des espaces où elle peut être simplement humaine. Et peut-être est-ce là le véritable sens de sa fortune ? Non pas dominer le monde, mais se créer des zones de paix à l'intérieur de lui. Là où d'autres bâtissent des monuments à leur ego, Monica Bellucci bâtit des refuges pour son âme. Dans un univers de célébrité, où tout est exposition, elle choisit la protection. Dans une culture de l'excès, elle choisit la mesure. Son luxe n'est pas une performance, c'est une respiration. Mais derrière ces murs silencieux, derrière ces bijoux chargés d'histoire, se cache une autre réalité, plus fragile, plus intime encore, celle d'une femme, d'une mère, d'un corps qui traverse le temps sous le regard implacable du public.
Il y a une chose que ni l'argent, ni la célébrité, ni même la beauté ne peuvent arrêter. Le temps. Pour beaucoup de femmes publiques, surtout dans le cinéma et la mode, le temps devient un ennemi. On le combat par tous les moyens, on le nie, on le maquille, on le corrige. Mais Monica Bellucci, une fois encore, choisit une autre voie. Une voie plus risquée, plus solitaire aussi, celle de l'acceptation. Derrière les tapis rouges et les couvertures de magazines, il y a une mère. Une femme qui se lève le matin pour préparer ses filles, qui les conduit à l'école, qui cuisine pour elles, qui écoute leur silence. Deva et Léonie ne grandissent pas dans un décor de contes de fées artificiels. Leur mère refuse que la richesse devienne une distance. Elle veut leur transmettre autre chose que le confort, le sens de la mesure, de la dignité, de la simplicité. Monica Bellucci ne parle que rarement de sa vie intime. Non par calcul, mais par protection. Elle sait ce que la lumière fait aux choses fragiles. Un mariage exposé, une séparation disséquée, des émotions transformées en titres. Après son divorce, elle ne s'effondre pas en public. Elle se retire. Elle reconstruit, en silence, comme on referme une plaie loin des regards. Et puis il y a le corps. Ce corps que le monde a adoré, idolâtré, commenté pendant des décennies. Ce corps qui, inévitablement, change. Là où tant d'icônes s'acharnent à figer leur image dans une jeunesse artificielle, Monica choisit de vieillir. Non pas de se laisser aller, mais de se respecter. Elle entretient son corps avec discipline, mais sans violence. Elle nage, elle pratique le yoga, elle mange avec conscience. Elle refuse les extrêmes. Pas de routine punitive, pas de transformation radicale. « Je ne veux pas être éternellement jeune, je veux être vraie », confie-t-elle un jour. Dans une industrie obsédée par la jeunesse, cette phrase est presque un acte de rébellion. Vieillir pour elle n'est pas une défaite. C'est une métamorphose, une autre forme de beauté, plus profonde, moins évidente, mais plus durable. Elle ne cherche plus à séduire par la perfection, elle touche par la présence, par ce regard chargé d'expérience, par cette sensualité tranquille qui ne demande rien, mais qui impose le respect. Et pourtant, cette position n'est pas confortable. Accepter le temps, c'est accepter aussi le risque de l'oubli. Le cinéma, la mode, le public, tous aiment ce qui est nouveau, ce qui brille vite. Monica Bellucci sait qu'un jour, les projecteurs se détourneront. Et c'est précisément pour cela qu'elle a bâti autre chose qu'une carrière. Une vie. Une vie où l'essentiel n'est pas d'être vu, mais d'être en paix, où la réussite ne se mesure plus en contrats, mais en moments partagés, en repas en famille, en silence sur une terrasse grecque, en regards échangés avec ses filles. Dans ce combat discret contre le temps, elle ne cherche pas la victoire, elle cherche l'harmonie. Mais lorsque les projecteurs s'éteindront vraiment, lorsque les caméras se tourneront ailleurs, que restera-t-il ? Que laisse-t-on derrière soi quand on a été une légende vivante ? Un jour, inévitablement, les projecteurs s'éteignent. Pas brutalement, mais lentement. Les invitations se font plus rares, les premières pages s'ouvrent sur d'autres visages, les générations se renouvellent. Pour beaucoup, ce moment est vécu comme une chute. Pour Monica Bellucci, il ressemble plutôt à un accomplissement. Car depuis longtemps, elle n'a pas construit sa vie pour la lumière, mais pour l'après-lumière. Quand on regarde ce qu'elle choisit d'investir aujourd'hui, on comprend que sa richesse n'est pas tournée vers l'ostentation, mais vers la transmission. L'éducation de ses filles, d'abord. Non pas comme des héritières d'eau de fortune, mais comme des femmes libres, conscientes de leurs valeurs, capables de marcher seules dans un monde qui exige trop souvent des compromis. Elle ne veut pas leur laisser seulement des biens, mais une colonne vertébrale. Elle investit aussi dans l'art, dans le cinéma, dans des projets qui ne promettent pas toujours des profits rapides, mais qui portent une mémoire, une vision, produire, soutenir, raconter des histoires qui ont un sens. Non pour rester visible, mais pour laisser une trace. Et surtout, elle a investi dans quelque chose de plus rare que l'argent, la liberté. La liberté de choisir ses rôles, de refuser ce qui ne lui ressemble pas, de vivre entre Paris, l'Italie, la Grèce, sans jamais appartenir totalement à un seul lieu. La liberté de travailler par désir, non par nécessité, de se retirer quand le monde devient trop bruyant. À la fin, c'est peut-être cela, la véritable définition de la richesse. Ne plus être obligé de jouer un rôle pour exister. Monica Bellucci n'a jamais cherché à devenir un symbole de réussite financière. Elle est devenue, presque malgré elle, un symbole d'autre chose, la possibilité de vieillir sans se trahir, de réussir sans se perdre,
de posséder sans être possédé. Dans une époque obsédée par la vitesse, le paraître et l'excès, son élégance tranquille apparaît comme un contre-modèle, une autre manière d'être puissant, une autre manière d'être libre. Alors, en refermant cette histoire, une question demeure. Une question simple mais profondément inconfortable. Si demain vous aviez tout l'argent, toute la reconnaissance, toute la liberté du monde, que choisiriez-vous d'en faire? Briller encore, ou enfin respirer? Si cette histoire vous a touché, si elle a fait résonner quelque chose de personnel en vous, prenez un instant pour me le dire en commentaire. Votre regard, votre expérience, votre propre définition de la richesse m'intéresse sincèrement. Et si vous croyez, vous aussi, que le vrai luxe ne s'achète pas, mais se construit, alors n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui en a peut-être besoin aujourd'hui et à vous abonner pour découvrir d'autres destins où la fortune n'est jamais le cœur de l'histoire, mais seulement le décor. Parce qu'au fond, quand tout s'efface, il ne reste qu'une chose, la manière dont nous avons choisi de vivre.